Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Planète Agriculture, votre magazine 100% agricole. Pour cette émission spéciale, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir pour vous le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Dr Denis Ouédraogo. Bonjour, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonjour, monsieur Ouédraogo. Alors, merci de m'accueillir ce matin pour cette émission. Et en vous remerciant, je voudrais aussi dire merci à vos auditeurs qui vont nous écouter et remercier aussi vos spectateurs qui vont suivre cette émission. Et je voudrais aussi remercier tous les acteurs du monde rural qui nous vont suivre cette émission et qui se battent jour et nuit pour que notre agriculture avance, pour que nous puissions atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Avec le ministre Ouédraogo, il sera question de l'agriculture dans toute sa globalité, les problèmes du monde rural et bien entendu les solutions du gouvernement pour faire de l'agriculture burkinabé le levier de notre développement. Ce n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, après 63 ans d'indépendance, continue de compter sur les autres pour se nourrir. Monsieur le ministre, avant que vous nous répondiez à nos questions, je vous invite à regarder avec nous ce document sur les préoccupations et les attentes du monde rural vis-à-vis du gouvernement de la transition. Reportage. Ils représentent 86% de la population burkinabé. Eux, ce sont les acteurs du monde rural. Dans bien de cas, ils donnent une image de misère. Une paysannerie qui manque de tout et peine à se nourrir et à nourrir le pays. Chaque année, le riz, le poisson, la pomme de terre, la tomate et bien d'autres denrées alimentaires sont importés à des centaines de milliards de francs CFA. Un paradoxe quand on connaît les potentialités du Burkina Faso. Pire, pendant que le pays importe, à côté des productions pourrissent dans les exploitations agricoles, faute de conservation et de transformation adéquate. Si ce ne sont pas les productions qui pourrissent, ce sont les espaces de production qui sont morcelés en parcelles. Ou encore, ce sont les acteurs qui manquent du nécessaire pour produire. Une situation qui intrigue. Fini donc les discours. Place à l'action. En tout cas, c'est le vœu des acteurs du monde rural vis-à-vis des autorités de la transition. Notre agriculture ne doit plus être tributaire de la pluviométrie. Parce qu'à partir de ce moment, si notre agriculture est tributaire de la pluviométrie, ça veut dire que les agriculteurs travaillent uniquement que 4 mois et vivent sur 12 mois. Il faudrait qu'un accent particulier soit mis sur la maîtrise des eaux de surface et l'exploitation même des eaux souterraines pour permettre aux agriculteurs de travailler 12 mois sur 12. Nous attendons effectivement de l'État et de son gouvernement qu'il développe l'agriculture et le modernise. Sortir des sentiers battus où on fait des communications politiques, non. L'agriculture doit être le levier du développement qui va permettre effectivement l'employabilité des jeunes et des femmes et aller à une industrialisation de notre pays. Les intrants agricoles, les équipements, des facteurs sur lesquels il faudra également jouer, car très déterminants dans la production agricole. Même si nous ne voulons pas des équipements de fermiers texans, au moins qu'il y ait des tracteurs, des motoculteurs et bien d'autres, des charrues, pour permettre à chaque catégorie d'acteurs de pouvoir se servir. Au-delà de ces équipements, on a besoin effectivement des innovations et de la technologie. Mais avant, l'autorité doit sécuriser les producteurs, ceux avec leur support de production, la terre. Pour arriver effectivement à donner des attestations de possession foncière à tout agriculteur pour qu'ils puissent investir sérieusement sur leur terrain. Parce qu'un paysan qui n'a pas de titre, qui n'a pas un certificat de possession foncière, il ne peut pas mieux s'investir sur son terrain, puisque du jour au lendemain, il peut être chassé, soit par des grands investisseurs,
ou bien soit par l'État même. Il va falloir qu'on travaille à rendre l'agriculture attrayante à travers un statut d'agriculteur qui va permettre aux jeunes qui veulent s'installer effectivement de ne plus envier ceux-là qui sont restés en ville. C'est-à-dire quand on dit de donner un statut, il faut qu'il y ait une protection sociale, il faut qu'il y ait une retraite, il faut qu'il y ait ceci, à l'image des autres fonctionnaires de la nation. Mais si à 80 ans on continue toujours à produire, ça veut dire que l'agriculture n'est pas attrayante. Ces femmes-là aujourd'hui, ces braves femmes-là aujourd'hui qui travaillent, comment ces femmes-là peuvent-elles accéder à la terre? Parce qu'on s'était engagé dans les temps en se disant que sur chaque périmètre aménagé, les femmes et les jeunes ont 30% des quotas de terres aménagées. Que ça devienne une réalité. L'accessibilité et la disponibilité des zones de pâturage constituent un problème majeur pour le sous-secteur de l'élevage. Vous voyez, premièrement, il y a la transcarbité sur les routes. Ça, c'est le problème de l'État. Vous voyez, deuxièmement, les sorties de pâturage des zones des animaux. Il n'y en a pas. De plus, les acteurs de la filière bétail-viande réclament une meilleure organisation de leur activité avec plus d'autonomie dans la gestion du Fonds de développement de l'élevage, le FODEL. À l'heure actuelle, on ne sait même pas quel nombre d'éleveurs sont au Burkina. Nous ne sommes pas matriculés. Il faut qu'on parte aux matriculations pour savoir qu'à Djibo, il y a tel nombre d'éleveurs. On peut avoir nombre d'éleveurs, nombre d'emboucheurs. On ne peut pas être à la fois commerçant, transformateur, producteur. Ce n'est pas possible les trois à la fois. Chacun a son maillon. Nous pouvons battre le record du monde en viande. Il n'y a pas de système d'entretien, c'est tout. Il faut des précautions de l'État. Vous voyez les pays, tous les pays sous les zones, le Burkina est mouillé. Tous les pays sont partis au kilo. Nous sommes toujours à vue d'œil. Si l'État implique, l'État met sa main dit que non, à l'heure actuelle là, le kilo de viande c'est comme ça. Le FODEL est là, ça nous appartient. Ce n'est pas nous acteurs qui sont là-bas. C'est l'État qui a remis des gens, des fonctionnaires qui viennent travailler pour nous. Nous sommes d'accord, tout un directeur est nommé par un président. Est-ce que vous voyez? Mais nous les acteurs, nous faisons quoi? Si les fonds étaient à nous les acteurs, nous les acteurs, nous savons comment travailler avec nos fonds. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez les autres pays, c'est comme ça qu'ils font. La production agricole et la transformation sont intrinsèquement liées. Problème, le secteur manque de tout. En premier lieu, l'inaccessibilité des facteurs de production. En ce qui concerne le domaine de la transformation, les coûts des facteurs de production sont excessifs. Et il y a lieu également de voir dans ce domaine le coût de l'énergie. Nous avons également le problème non seulement du coût de l'énergie, mais vous avez le problème de l'eau. Nous avons également le problème de la sécurité. Nous avons également le problème de la formation. Tout un ensemble donc, de dispositions qu'il faut lister et voir point par point. Nous avons des services connexes qu'il faut nécessairement développer et accompagner vraiment l'émergence d'un secteur agroalimentaire efficace pour le bien du pays. Le système de conservation joue un rôle capital, de la production à la transformation agroalimentaire. Bonne nouvelle, des solutions existent et méritent d'être mises à l'échelle. Les différents produits dont vous dites, la tomate, l'oignon, la pomme de terre, tous ces produits-là, peuvent être conservés, bien sûr, à des quantités importantes, qui peuvent même couvrir toute une année entière, ou même plus. Ça dépend toujours d'où on veut le faire et la quantité pour que nous puissions, dans ce cas, faire une conception si besoin il y a. Donc c'est très important qu'il y ait une vision et une volonté de développer le froid. Le résultat n'est pas instantané. Alors, il faut qu'il y ait une volonté d'aller dans le temps. Il faut qu'il y ait une vision claire de ce que nous voulons être d'ici 20, 30, 40 ans. Et on commence maintenant à travailler pour que les générations qui viendront après puissent vivre dans des conditions meilleures. Donc c'est une volonté profonde de changement. Le sous-secteur de la pêche et l'aquaculture n'est pas exempt de problèmes. L'insécurité des zones de production, le manquement d'équipement et d'intrants constituent le goulot d'étranglement à ce secteur combien porteur. Premier de nos soucis, c'est
la sécurisation des sites de production aquacole et de pêche, surtout dans les régions de la boucle du Mouhoun, dans le centre nord, le nord, l'est et le Sahel, où nous avons de nombreux membres qui aujourd'hui souffrent de la présence des djihadistes qui les empêchent de mener à bien leurs activités. Nous avons des contraintes majeures qu'il faut lever, que je résume le plus souvent par les 3 A, à savoir que nous souhaitons avoir des alevins de qualité pour pouvoir les élever. Nous voulons disposer aussi des aliments de qualité. Et le 3e A est constitué par l'appui technique, parce qu'il faut un savoir-faire pour faire de l'aquaculture, pour faire de la production aquacole. Des préoccupations et des attentes légitimes à tout point de vue, qu'elles soient attendues et prises en compte, car l'enjeu en vaut la chandelle, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Retour sur ce plateau de Planète Agriculture avec le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Dr Denis Ouédraogo. Question pour vous, monsieur le ministre. Au Burkina Faso, les terres cultivables sont morcelées comme des petits pains par des particuliers, mais aussi par des sociétés immobilières, ce à des fins de construction. J'ai envie de dire, monsieur le ministre, que nous avons misé sur le béton au détriment de notre alimentation, monsieur le ministre. Alors, ce que vous dites, je pense que le béton et l'agriculture ne s'opposent pas. En réalité, quand vous faites l'agriculture, vous avez besoin de construire des magasins, vous avez besoin de faire des routes pour y aller, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'opposition entre le béton et l'agriculture. Mais là, on parle d'habitation, là. Oui, seulement ce que je veux dire aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, ce que certains acteurs ont convenu d'appeler l'accaparement des terres. Et c'est plus ou moins une réalité. Lorsque vous sortez hors de nos grandes villes, vous avez des terrains clôturés, souvent non exploités, etc., etc. Et il y a aussi les questions de sociétés immobilières. J'aime le dire, lorsque vous allez dans certains grands pays et vous observez, lorsqu'on construit des habitations et qu'on arrive à des terres cultivables, on constate qu'on fait un saut pour aller retrouver les terres incultes, de sorte que on peut souvent parler d'agriculture urbaine et périurbaine, alors que dans notre pays c'est pas le cas. Lorsqu'on fait le lotissement, que la terre soit bonne, propice pour l'agriculture ou pas, on a l'impression que le morcellement, le lotissement prime nécessairement sur les activités agricoles. Mais c'est aussi permis par l'État burkinabé. Permis par l'État burkinabé, est-ce qu'on peut l'affirmer véritablement? C'est vrai qu'on a donné la possibilité à des sociétés immobilières ou à d'autres personnes, même l'État, de faire le lotissement, mais je pense que c'est une question de réflexion globale. Nos schémas d'aménagement urbain ne tiennent pas véritablement compte de certains aspects. Et qu'est-ce qui est prévu par la transition pour ce qui concerne en tout cas l'accaparement des terres? Au niveau de la transition, si vous avez bien suivi, il y a actuellement un processus de révision des textes, des lois, décrets sur les sociétés immobilières pour justement réduire le phénomène. Et si vous avez suivi, ça fait un peu de bruit comme on l'a dit, mais nous allons poursuivre la réflexion pour déjà limiter les dégâts, si je peux m'exprimer de la sorte. Et en même temps, il y a certains terrains, s'ils sont selon les normes, il y a des périodes pour la mise en valeur, que ce soit en milieu urbain
urbain ou en milieu rural. Mais nous allons appliquer ces textes-là. Si vous aviez suivi, il y a un communiqué du ministre de l'économie et des finances qui demandait, en tout cas aux propriétaires de parcelles, d'espaces, etc., de pouvoir les valoriser, sinon la loi sera appliquée. Et dans ce cas, ce sera le retrait. Mais et les particuliers qui ont pris des centaines de milliers d'hectares, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce niveau, les échanges, la réflexion se poursuit pour pouvoir voir comment valoriser. Si je donne un exemple, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons réfléchi. Nous avons dit, par exemple, il y a des terres libres qui ne sont pas exploitées depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'il serait possible de faire, par exemple, un recensement des propriétaires et échanger avec eux pour voir comment on peut mettre, par exemple, des jeunes sur ces terrains-là pour une exploitation selon une certaine durée. Parce que ça ne sert à rien de laisser les terres libres et de ne pas les exploiter. Mais monsieur le ministre, d'aucuns diront que la réflexion a trop duré parce qu'on connaît déjà le mal. Alors, la réflexion a trop duré. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je pense aussi qu'il ne faut pas se précipiter pour certaines réflexions. Nous sommes là, il y a à peu près 5 mois que le gouvernement est en place. Alors, pour élaborer des textes, des décrets ou des lois, c'est un processus relativement long à notre niveau, au niveau du gouvernement, et ensuite il faut les transmettre s'il s'agit de lois au niveau de l'Assemblée législative de la transition. Donc c'est là. Et je voudrais aussi dire qu'on a dit que dans certains pays, notamment les pays asiatiques, la conception prend souvent 60 à 75% du temps et l'application, à ce moment, on peut appliquer plus facilement. Donc je pense qu'il ne faut pas traîner, mais il ne faut pas non plus se précipiter pour faire quelque chose qui pourrait créer d'autres problèmes. Ce qui est sûr, le problème sera résolu. En tout cas, ça sera résolu, ça c'est sûr. Il y a aussi ces bas-fonds qui ont été aménagés avec les fonds de l'État qui sont abandonnés, qui sont inexploités. Monsieur le ministre, votre réponse par rapport à ça? Oui, les bas-fonds étaient aménagés pour contribuer à la production souvent de riz et en saison sèche, à certains moments, les produits maraîchers. Il faut reconnaître que certains aménagements ont eu des insuffisances, il faut les rattraper. Sinon, là où les choses fonctionnent normalement, les bas-fonds sont pleinement utilisés et les gens produisent du riz et des produits maraîchers en saison sèche. Mais nous avons été instruits justement de réhabiliter certains bas-fonds et de pouvoir permettre aux populations de produire non seulement en saison des pluies, mais aussi pendant la saison sèche avec pour objectif d'atteindre la sécurité alimentaire. Donc tous les bas-fonds qui ne sont pas exploités ne répondent pas aux normes, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas nécessairement. Il y a certains bas-fonds qui ont des insuffisances. Donc à ce niveau, il faut les réhabiliter convenablement pour permettre une bonne exploitation. Et ceux qui sont conformes, qu'est-ce qu'on en fait, mais qui ne sont pas exploités? Ceux qui sont conformes, en règle générale, on les exploite. Parce que moi j'ai trois zones au niveau du Sanguier. Il y a 3 zones on va dire quoi, bas-fonds aménagés qui sont inexploités. Et on en dénombre plusieurs à l'intérieur du pays, monsieur le ministre. Alors, au niveau du Sanguier, je pourrais certainement demander des informations, mais ce qui est sûr, je vous dis que pour la campagne des saisons sèches, nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, et j'ai dit en passant qu'il a un amour fou, si vous me permettez d'utiliser ces termes, pour l'agriculture. Et il insiste pour que nous puissions valoriser toutes les terres du Burkina Faso pour permettre, comme il a dit lui-même le 10 décembre dernier, que chaque Burkinabé mange à sa faim. Et justement, pour parler des pôles de croissance, Souvou, Bagré, Samandeni, si ces 3 pôles agricoles sont convenablement exploités, on pourrait en tout cas nourrir le Burkina Faso, mais malheureusement, ces 3 pôles ne sont pas exploités à fond, monsieur le ministre.
Oui, effectivement, Bagré Paul, le Sourou et Samandeni auraient pu contribuer significativement à la production de riz principalement, d'autres produits maraîchers et même du blé pour participer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Alors, souvent, il se pose un problème de modèle économique. Alors, si je vous donne un exemple pour Bagré, qui est le premier pôle, même en termes d'ancrage institutionnel, il y avait des problèmes. Dans un premier temps, Bagré Pôle était au ministère en charge de l'économie, parce qu'il y a une direction de l'aménagement du territoire. Et on peut estimer que Bagré Pôle, au regard de son envergure, contribue à l'aménagement du territoire. Mais ça n'a pas très bien donné, parce que l'essentiel aussi, c'est la production avant la transformation. Et si vous ne produisez pas, vous n'aurez pas de produits pour commercialiser, pour transformer. Finalement, un peu la guéguerre, on dit bon, ça concerne le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture, le ministère du commerce, le ministère des ressources animales à l'époque. Il faut que ça soit géré au niveau du premier ministère. Et Bagré Pôle a été transféré au premier ministère. Alors le premier ministère n'est pas véritablement dans l'opération, mais dans la coordination des activités des différents départements ministériels. Là aussi, ça n'a pas très bien fonctionné. Est-ce qu'on peut parler de problème de leadership, monsieur le ministre? J'arrive. Finalement, c'est l'an passé qu'on a rétrocédé, j'allais dire, Bagré pour le ministère de l'Agriculture pour dire il faut prendre en charge ce pôle. Donc vous avez vu tout ce temps, ça a pris pratiquement 7, 8, presque 10 ans pour arriver à cela. Alors moi, pour répondre à votre question, je ne parlerai pas de véritablement de problème de leadership, mais c'est peut-être un problème de définition très claire des missions de chaque département ministériel. Donc la réflexion n'a pas été bien faite alors? Non, peut-être à un moment, mais actuellement des instructions aussi ont été données par exemple au ministre de la fonction publique de regarder pour une meilleure délimitation des missions pour éviter que les ministères se bagarrent, si vous me permettez les termes, sur certaines thématiques. Personnellement, j'ai toujours dit que l'action gouvernementale est comme une course de relais. Je peux avoir quelque chose, je l'exécute jusqu'au terme de ma mission, je passe à un autre ministère ou à quelqu'un d'autre, et c'est ainsi qu'on parvient à faire un bon relais et à remporter la victoire. Mais monsieur le ministre, on a Samandeni qui est opérationnel depuis 2018, 21 000 hectares, mais jusque-là, il n'y a pas d'aménagement, monsieur le ministre. Alors, Samandeni, en réalité, le barrage a été, comme on dit, on a fait la mise en eau du barrage, mais on n'a pas véritablement commencé les aménagements. Cela a duré à peu près 10-12 ans en réalité. Et il y a 2-3 ans qu'on a commencé de véritables aménagements pour commencer 1500 hectares. Alors, je voudrais dire que c'est un investissement très lourd. Les études que nous avons menées pour aménager les 20 000 hectares de Samandeni, cela nous coûte entre 430 et 500 milliards de francs CFA pour que ça soit parfaitement aménagé et parfaitement fonctionnel. Et ça va se faire? Nous sommes en train de mettre en place un modèle de riziculture porté par les privés. Et dans le cadre d'un partenariat public-privé, nous pensons que nous parviendrons à mobiliser les ressources nécessaires avec le privé national et peut-être étranger pour parvenir à ces aménagements. Aussi bien pour la vallée du Sourou? Oui, la vallée du Sourou est un vieux aménagement depuis la Révolution. Voilà, exactement. Et à ce niveau, il y a aussi des projets et programmes de développement de notre ministère qui vont contribuer à l'aménagement. Il était prévu l'aménagement de près de 4000 hectares dans cette zone, et une partie au Sourou et d'ailleurs une partie à Samandeni, parce que ces deux agropoles sont liés par l'utilisation commune du Moumoun. Voilà, donc il y a
des ajustements à faire pour que les activités de l'un ne nuisent pas à l'autre. Mais à cause de l'insécurité, on a été obligé d'abandonner l'aménagement pour aller ailleurs. Mais comme les choses sont en train d'avancer, nous espérons que le Burkina va retrouver sa pleine quiétude et nous pourrons déployer comme il faut nos actions de développement. Monsieur le ministre, on va évoluer dans ce débat pour parler bien sûr de la sécurisation des exploitations agricoles. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la transition? Parce que ce qu'on voit sur le terrain, les producteurs agricoles se plaignent qu'ils n'ont pas de titre foncier. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, à ce niveau-là, je vous l'avais déjà dit, nous, au sein du ministère de l'Agriculture, il existe une direction de la formation et chargée des questions foncières. Et c'est ce service qui accompagne les acteurs pour les attestations de possession foncière qui sont un titre de propriété. Alors, le processus est long. Souvent, les gens hésitent à adhérer, mais il y a quand même, je pense, nous avions fait plus de 2000 titres, attestations de possession foncière, et de plus en plus les gens continuent de le faire. Par exemple, ceux qui achètent des terrains pour faire des fermes, ils le font. Donc nous allons poursuivre dans ce sens et comme je le disais, immatriculer les grands espaces comme les agropoles où c'est un grand espace d'aménagement au profit de l'État burkinabé. Il y a des titres fonciers qui ne permettent pas d'avoir des crédits, avoir accès au crédit. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour en tout cas faciliter la vie des producteurs agricoles? Alors là, vous évoquez la question de financement. Alors, nous avons essayé de développer, j'allais dire, des produits innovants et adaptés plus ou moins à la réalité du terrain. Il y a 6 jours, nous avions nous avions organisé une cérémonie de signature de convention. Et à ce moment, avec le projet qu'on appelle PRECA, et c'est 60 milliards que nous allons injecter dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, donc la production et la transformation. Et à ce niveau, on met 3 acteurs ensemble, en synergie. Donc, voilà, pour pouvoir financer l'activité. Donc il y a un apport personnel du promoteur, du bénéficiaire, qui n'est pas nécessairement conditionné sur un titre foncier, mais il a un petit apport qu'il amène. Il y a l'institution financière qui lui accorde une partie du financement, et enfin le projet qui finance une partie. Voilà, donc quand on regarde, c'est presque 30% pour chacun. Enfin, il y a un qui est à peu près 40%. Parce que sur les 60 milliards, les bénéficiaires, en totalité 1819 personnes, vont apporter à peu près 22 milliards. Les institutions financières vont apporter à peu près 22 aussi. Et il y a le projet qui apporte à peu près 18-20. Donc on a la soixantaine de milliards pour permettre aux bénéficiaires de déployer leur activité de production ou de transformation, en tout cas avec un bon financement. Monsieur le ministre, l'autre défi de notre agriculture, c'est bien entendu la maîtrise de l'eau. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau, monsieur le ministre? Alors, la maîtrise de l'eau est essentielle pour produire pendant la saison sèche. Mais aussi en saison pluvieuse, parce qu'on a des poches de sécheresse qui sont là. Je dis principalement en saison sèche, et j'allais en venir, et en saison humide lorsqu'il y a des poches de sécheresse. En guise d'exemple, par exemple, l'École nationale de formation agricole du Matruku, il y a un système... Donc vous êtes issu? Oui, j'étais le directeur général là-bas, oui. Alors, il y a par exemple un système qui est mis en place, et on fera des forages à une profondeur de entre 150 et 200 mètres. Et nous aurons un débit compris entre 80 et 100 mètres cubes. Ce volume-là permet d'irriguer en tout cas une quarantaine d'hectares pour produire 12 mois sur 12. Mais pourquoi on ne prévoit pas ça dans les communes? J'en viens. Donc actuellement, nous avons aussi été instruits pour faire ce type de forage-là dans d'autres zones. Si je prends l'exemple du Sahel, contrairement
ce que les gens pensent, il y a de l'eau dans le sous-sol sahélien et cette zone est très propice pour la production agricole, notamment la pomme de terre, les productions maraîchères et même du blé. Alors il y a un forage là-bas qu'on appelle forage Christine qui a un débit incroyable. Je ne suis pas. Et donc vous allez renforcer en tout cas le dispositif qui existe déjà. J'arrive, je ne suis pas parvenu à voir les débits, mais les gens l'estiment à plusieurs milliers de mètres cubes par heure. Et nous, les recherches que nous avons réalisées montrent que à une profondeur de 300 mètres, on peut avoir des débits de plus de 200 ou de 200 à 500 mètres cubes heure là-bas. Donc l'objectif, c'est de pouvoir peaufiner les études sur les ressources en eau du Burkina et selon les zones, qu'elles soient sédimentaires ou non, regarder quelle est la profondeur maximale où nous allons trouver les débits les plus élevés et pouvoir le forer. Mais là où les données existent déjà, nous allons commencer le travail. Quand? Le problème qu'il faut dire, c'est qu'on avait déjà fait les plans de passation des marchés avec des forages peut-être de 80. Donc il faut réajuster. Et les coûts ne sont pas les mêmes. Si vous avez un AEPS de 80 mètres de profondeur, vous n'aurez pas le même coût que si vous allez à 300 mètres, soit 3 fois plus la profondeur initiale. Donc il faut reconvertir l'argent. Peut-être qu'il faut 3 forages classiques à espèces simples pour faire les forages agro-débit. Donc si on vous comprend bien, monsieur le ministre, nous sommes en train de réviser. Il y a une volonté du gouvernement de la transition de maîtriser les eaux, non seulement de surface, mais aussi souterraines, pour mieux produire au niveau du Burkina Faso. Je pense que c'est exactement ça. Et pour ce qui est de la mécanisation, jusque-là, c'est assez timide en termes de mécanisation. Alors, la mécanisation, il y a des initiatives avaient été prises pour installer une unité de montage des tracteurs et d'autres équipements agricoles au niveau de Bobo-Dioulasso. Alors, des conventions ont été signées, les travaux ont démarré, il y a eu des difficultés, ce n'est pas encore achevé, mais dès ma prise de fonction, j'ai rencontré l'entreprise chargée des travaux et je lui ai fait comprendre que nous voulons nous appuyer sur la mécanisation pour la modernisation des exploitations au niveau de notre pays et qu'il a un délai. Toujours dans la même dynamique, le 9 novembre 2022, le gouvernement a adopté un plan opérationnel d'appui à la campagne agricole de la saison sèche 2022-2023 avec une enveloppe initiale de 11 milliards. Le 24 du même mois, vous lancez la campagne sèche avec 10 milliards dans la région du centre-ouest. Monsieur le ministre, déjà pour parler de ce programme-là, comment s'est fait le choix des bénéficiaires? Alors, d'abord, je voulais apporter des précisions. Le montant, c'est 10 milliards 600 et quelques millions. Donc, dans l'élagage, on peut dire environ 11 milliards. Donc, il faut que ça soit clair. En tout cas, les chiffres qui sont dans le plan, c'est pas 11 milliards, c'est les 10 milliards 600. Donc, environ 11 milliards. Environ. Environ 11 milliards pour le départ. Exactement. Et à l'arrivée, c'était combien? Toujours le même montant? Oui, mais c'est ce montant qu'on devrait utiliser pour les différentes activités. Et comment s'est fait le choix des bénéficiaires? Alors, ce sont ceux qui sont dans sur les bas-fonds, aux abords des barrages, etc., où il y a des points d'eau et on peut exploiter. Alors, les bénéficiaires ont été choisis selon des critères de travail, d'exploitation. Il y a aussi les femmes et les PDI. Dans chaque région du Burkina, 30% des intrants, que ce soit les semences, les engrais, étaient accordés aux personnes déplacées internes. Et nous les avons choisis avec la collaboration des directions régionales, l'action sociale, du ministère en charge de l'action humanitaire. Monsieur le ministre, si on devait faire un bilan, parce que l'objectif de départ, c'était de produire 60 000 tonnes de céréales et 20 000 tonnes de produits maraîchers, un bilan à mi-parcours, monsieur le ministre? Alors, un bilan à mi-parcours... Est-ce que la moisson s'annonce bonne?
Oui, à notre avis, ça s'annonce bonne, peut-être pas comme on l'aurait espéré, parce qu'il y a eu des difficultés. Quelles sont ces Soyons difficultés? honnêtes pour le dire. Par exemple, si je donne un exemple, les engrais, on les a achetés, on devait les avoir au plus tard le 15 janvier. Donc cela montre aussi la difficulté des entreprises burkinabées à pouvoir livrer les engrais dans les délais, parce que c'est un processus lourd. Il faut faire venir du port, ensuite il faut les déposer dans les directions. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que on a un potentiel qui est là, Burkina Phosphate. Pourquoi on n'en utilise pas assez? Alors, Burkina Phosphate est utilisé, certainement pas assez, mais en réalité, il y a une petite difficulté à ce niveau. Le phosphate n'est pas utilisé directement comme de l'engrais. Il est utilisé pour élever la fertilité du sol. Si vous avez un sol très pauvre où il pousse à peine de l'herbe, si vous utilisez le Burkina Phosphate, il y a un dosage pour la première année, la deuxième année et la troisième année. En réalité, c'est au bout de la troisième, sinon même la quatrième année, qu'on observe tout le potentiel du Burkina Faso. Mais est-ce qu'on ne peut pas corriger ça, monsieur le ministre? Non, j'en vais. C'est pour ça que nous sommes en train de vouloir mettre en place une usine de production d'engrais complexes à Diapara. Parce que les phosphates se trouvent à Kodjari. Donc, ce projet, nous avons fait les études de faisabilité et tout ce qu'il faut. Et nous avons besoin d'environ 70 milliards pour que cette unité fonctionne. Si l'unité venait à fonctionner, et notre souhait c'est que cela se fasse au cours de 2024, cette unité serait capable de produire environ 600 000 tonnes par an. Alors que les besoins du Burkina sont compris entre 350 et 400 000 tonnes. Donc ça veut dire que si cette unité est mise en œuvre, le Burkina sera un exportateur net d'engrais. Et on pourra également jouer sur le coût. Oui, naturellement. Naturellement, pour le bonheur de nos producteurs agricoles. Je ne peux pas annoncer le coût, mais nos études de faisabilité montrent que le coût est nettement inférieur à celui que nous observons sur le marché international. Et en fait, l'engrais complexe, je voudrais dire quelque chose, nous serons pratiquement, en tout cas les premiers en Afrique de l'Ouest à le faire. Notre engrais complexe que nous voulons faire, c'est que dans chaque grain, vous aurez chacun des éléments. Ce qui fait que l'application est plus facile et on a une application homogène qui devrait permettre aux plantes vraiment de bénéficier de tous les nutriments, et on devrait, si on suit scrupuleusement les itinéraires techniques, avoir les meilleurs rendements. Une date? Je dis que nous avons besoin de 70 milliards. Nous sommes en train de rechercher l'argent. Il est difficile de donner une date, mais nous nous efforçons d'obtenir cet argent pour démarrer l'installation de 2025, monsieur. Notre vif souhait, c'est 2024. Récemment, le gouvernement autorisait l'importation des produits chimiques non homologués pour le traitement du coton. Pendant ce temps, vos équipes techniques ne recommandent que des produits homologués pour les traitements phytosanitaires. C'est un paradoxe. Non, il n'y a pas de paradoxe. Il y a une loi sur la gestion des engrais, des pesticides, etc. Cette loi dit que en cas de difficulté, l'homologation c'est quoi? L'homologation, ça veut dire qu'on a testé le produit dans un espace donné. Pour ce qui nous concerne, il y a un comité qu'on appelle le comité sahélien des pesticides qui regroupe les pays sahéliens, et ce comité s'assoit souvent, se réunit pour examiner les produits. La loi dit qu'en cas de difficulté, on peut demander l'autorisation du Conseil des ministres pour l'importation, les transports et l'utilisation de produits qui n'ont pas été homologués. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas pris les précautions. Pour le coton, il y a un programme qu'on appelle le programme coton qui réunit des chercheurs de l'Institut national de recherche agricole, l'INERA, rattaché au CNRSC. Pendant 2 ans, 2 campagnes, ils ont fait tous les tests nécessaires comme si c'était pour une homologation. Il y avait une gamme variée de produits, et c'est finalement 3 molécules
qui s'avéraient efficaces qu'ils ont proposées. Donc nous avons pris toutes les précautions pour faire une recherche scientifique solide avant d'introduire les documents, exactement les documents en Conseil des ministres pour requérir l'autorisation du Conseil. Il n'y avait pas d'autres alternatives, monsieur le ministre? Non, c'est ce que la loi dit de faire. La loi estime que si ce n'est pas homologué, on peut demander l'autorisation après avoir quand même pris ses précautions. Nous avons suivi le chemin prévu par la loi. S'en écarter serait plus dangereux. Donc nous préférons rester dans la légalité et le caractère hautement scientifique de ce volet-là. Quelle est votre position par rapport à la contribution des biotechnologies agricoles dans la sécurité alimentaire en Afrique et au Burkina Faso? Les biotechnologies jouent un rôle extrêmement important dans le secteur agricole, les productions animales, etc. Ce sont des possibilités offertes pour accroître les rendements, la productivité, que ce soit au niveau de produits agricoles, animaux, halieutiques, etc. De manière générale, les scientifiques vous disent qu'un niveau, en tout cas, d'éléments de biotechnologie ne pose aucun problème éthique et permet d'améliorer la productivité. Si c'est dans ce contexte, nous sommes pour la biotechnologie, pour justement améliorer la productivité. L'une des alternatives, monsieur le ministre, ce n'est pas peut-être de limiter les importations des produits, j'allais dire, des céréales, et d'amener nos opérateurs économiques à la production et à la transformation, parce que le potentiel existe. On a par exemple pour le cas du riz, pour le cas du sorgho, un potentiel, le cas du maïs aussi, des potentiels rendements qui peuvent aller de 7 à 10 tonnes à l'hectare. Est-ce que ce n'est pas une solution envisageable, monsieur le ministre? Nous sommes en train d'élaborer des projets, et ça sera prêt dans 1-2 semaines, pour justement susciter le secteur privé à s'engager dans la production. Ça veut dire quoi? Si on importe par exemple du riz, nous dépensons selon les statistiques plus de 400 milliards pour importer le riz. C'est assez énorme. C'est énorme. On peut imaginer une situation pour demander par exemple aux importateurs, mais qu'est-ce qui les empêche d'aller à Bagré, au Sourou et à Samandeni, prendre une certaine superficie pour produire eux-mêmes le riz sur place et le vendre? Et c'est inscrit dans le document? Non, ça c'est des projets que nous sommes en train d'écrire pour les proposer à certains types d'acteurs pour certaines filières. Pour les dire oui, l'importation, comme disait quelqu'un, on ne peut pas développer un pays à partir de l'import-export. C'est pas possible. Il faut produire sur place, transformer, surtout la transformation, parce que c'est la transformation qui crée de la valeur ajoutée. Donc si vous importez, vous les vendez, il n'y a aucune transformation. Il n'y a pas de plus-value, comme on le dit. Donc il est important que certains acteurs puissent, dans leur filière-là, investir au niveau national pour soutenir la production. Et ce serait quelque chose de très bien. Et voilà, vous êtes en train de susciter cela? Oui, nous sommes en train d'écrire les projets pour pouvoir organiser des échanges avec le privé. Et cela peut se faire dans le cas d'un partenaire public-privé où l'État peut les soutenir sur certains volets pour les équipements, peut-être des remises d'impôts. En tout cas, on est en train de la réflexion en train d'être un cadre idéal. Ce qu'on appelle un cadre incitatif, de sorte que voilà, ça pousse les privés à adhérer ou à prendre des initiatives dans ce sens-là. Monsieur le ministre, évoluons pour parler de ce secteur de l'élevage. Le problème de la terre revient, le pâturage. Oui, le problème de la terre revient à tous les niveaux et je pense que l'élevage subit un impact très important. Même des zones pastorales qui avaient été délimitées ont été malheureusement occupées par des acteurs.
Donc, nous sommes en train de regarder comment raviver certaines zones pastorales. Les réformes qui sont prévues à ce niveau. Alors, est-ce qu'il faut parler de réformes? Puisque certains espaces ont été délimités à très longtemps, il y a 30, 40, même peut-être 60 ans. Mais qui sont occupés aujourd'hui. Qui ont été occupés. Il faut peut-être que les acteurs se parlent. Il n'y a pas un problème de discipline, monsieur le ministre? Oui, il y a des problèmes de discipline. Les gens occupent des espaces verts dans la ville. En brousse aussi, entre guillemets, on équipe les zones pastorales ou d'autres choses. Donc, il y a quand même une réflexion. Et je pense que la dernière fois, je discutais avec mes homologues qui sont en train de mettre en place des équipes pour qu'on travaille et puis décanter certaines situations. Est-ce qu'il n'est pas temps de limiter les exportations de bétail sur pied? Parce que jusque-là, ce sont des discours. On n'est pas véritablement arrivé à limiter les exploitations. Oui, il y a beaucoup d'animaux qui sortent. Nous avons été instruits pour, justement, dès novembre, pour limiter l'exportation du bétail, limiter la sortie des céréales, etc., etc. Mais comme vous le savez, on dit souvent que nos frontières sont poreuses. Mais pour le cas du bétail du moins, qu'est-ce qui est prévu pour qu'on n'exporte plus de bétail sur pied? Alors, j'allais en venir. Donc ça pose quand même un problème. Donc il est prévu la mise en œuvre d'un abattoir ultra moderne à Bobo-Dioulasso qui va faire l'abattage, le traitement des peaux, les sabots, les cornes. C'est vraiment quelque chose de global. Hein? De global, voilà, qui couvre tous ces aspects. Le projet a été bouclé. Nous sommes à la recherche de financement. Beaucoup de projets qui sont à la recherche de financement. Monsieur le ministre, parlons du sous-secteur de la volaille. Le sous-secteur de la volaille, beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour que les consommateurs burkinabés puissent avoir dans les années à venir ou puissent consommer de la volaille, je vais dire du poulet flambé en quantité et en qualité? Alors, la volaille est un secteur très important et son développement va permettre de résoudre aussi un problème d'emploi pour les jeunes. Alors, qu'est-ce qui est fait? Nous mettons l'accent, avec l'appui des chercheurs, sur l'amélioration génétique. Et il y a des études qui ont été faites dans le domaine de l'amélioration génétique, mais aussi l'alimentation, de sorte qu'au bout de 4-5 mois, on peut avoir un poulet qui avoisine, en tout cas entre 800 grammes et 1 kg ou légèrement plus. Donc ce sont ces choses que nous sommes en train de faire. Alors, on met l'accent aussi sur la production de poulets de chair. Parce qu'on importe beaucoup. Non, les poulets de chair, ça sera fait ici. Il y a des gens qui le font déjà. Mais il y en a même qui font des croisements avec des poulets de race améliorée, de sorte que, alors, on a un goût qui ne s'écarte pas trop du poulet bicyclette et ça aide. Mais les poulets de chair, il y a par exemple quelqu'un qui est en train de mettre en place un couvoir au niveau du Burkina ici, d'un investissement de près de 10 milliards. Il a commencé les travaux. Assez intéressant. Nous l'avons aidé à monter le projet et ça sera combiné avec un abattoir de volaille. Non seulement pour ce qu'il produit, mais ce que les autres pourront amener pour l'abattage selon les normes. Le premier ministre, Maître Kelem de Tambela, devant les députés de l'Assemblée législative de transition le samedi 19 novembre 2022, parlait de la nécessité de trouver des moyens pour conserver de façon adéquate nos produits et nos fruits et céréales, 2. Transformer les produits agricoles et maraîchers. Puis il ajoutait ce jour-là, des instructions ont été données dans ce sens. Où nous en sommes avec ces instructions, monsieur le ministre? Alors, nous poursuivons. Pour ce qui concerne le stockage, nous construisons des magasins de stockage de taille variée, souvent de 20 tonnes jusqu'à 500 tonnes. Dans les régions, surtout à forte production, les zones de production pour pouvoir stocker les céréales. Nous travaillons aussi sur le froid.
il y a 3 jours, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un pour que nous puissions améliorer le système de froid. Si vous prenez la semence de pommes de terre ou la pomme de terre elle-même, elle se conserve au froid. Et même la tomate dans certaines conditions. Donc nous sommes en train d'améliorer. Il y a quelques chambres froides, mais c'est peu suffisant. Donc on va accroître et même adapter certains pour que ce soit ça oblige une norme. En ce qui concerne la transformation, il y a la Direction générale de promotion de l'économie rurale qui a une direction technique chargée de la transformation. Et ce sont des petites unités pour le moment qu'on met pour transformer un peu la tomate, les oignons, l'arachide, etc. Il y a des petites unités de transformation et vous avez vu que le Fonds burkinabé de développement économique et social a contribué pour la mise en œuvre de l'unité de transformation de la tomate à Yako. C'est une initiative communautaire, mais le gouvernement soutient fortement cette unité. À 40%. Pour permettre d'avoir une unité. Et cette position stratégique, elle est très importante. D'abord, au niveau de Yako, où on appelle le barrage de Kanazoé, c'est un bassin de production. Alors, de cette position, les productions de Wayuga viennent facilement, celles de Kongoussi et celles aussi de la vallée du Cou. C'est une position stratégique. Monsieur le ministre, nous allons parler de financement du monde rural. Il y a un sérieux problème. C'est vrai qu'il y a une banque, mais elle n'est pas adaptée, monsieur le ministre. Les acteurs s'en plaignent énormément. Oui, elle n'est pas adaptée. Bon, dans tout cas, il faut savoir que nous sommes dans un espace communautaire avec une même politique. C'est vrai que la banque agricole, du fait de son action, peut bénéficier de certains privilèges, mais pas au-delà de certains niveaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire des réformes pour pouvoir, en tout cas, financer convenablement le monde agricole? Oui, des réformes, peut-être. Mais ce qui est déjà là, on a créé par exemple le fonds de développement agricole qui est au niveau de la banque. Les conditions ne sont pas assez souples. Bon, souplesse, souvent quand il s'agit de crédit, les banques aussi veulent se protéger. Et on estime souvent que, comment je vous dis ça, le secteur agricole est très risqué. C'est controversé, mais en tout cas le risque est là. Mais des efforts sont faits pour financer certains acteurs par la banque de développement, la banque agricole du Faso, les fonds de développement agricole aussi. Et je vous ai dit, il y a d'autres acteurs, les fonds. Quand vous prenez le FODEL, ils participent au financement des activités du secteur agricole. Vous prenez le CREP, dont je parlais tout de suite, ce 60 milliards. Mais monsieur le ministre, il y a d'autres initiatives, oui, d'autres instruments qui viennent en complément de la banque agricole du Faso. Pour vous dire que la banque prend une part, mais d'autres acteurs aussi viennent la compléter. C'est vrai qu'on aurait voulu peut-être qu'elle finance toutes les activités agricoles et même ça ce ne serait pas optimal. Il faut que plusieurs acteurs contribuent pour la dispersion du risque aussi. Un dernier mot pour terminer. Alors, le dernier mot que je voudrais dire, c'est merci. Merci à TruTV qui m'a reçu et qui a posé un ensemble de questions pour permettre aux spectateurs, aux auditeurs de comprendre certaines préoccupations du secteur agricole et agro-silvo-pastoral et aussi ce que nous envisageons comme action pour permettre d'améliorer les performances du secteur. Je saisis cette occasion pour remercier très sincèrement tous les acteurs du secteur agro-silvo-pastoral, tous les techniciens de l'agriculture qui s'investissent au risque de leur vie dans cette situation difficile pour accompagner les acteurs pour qu'ils puissent atteindre les meilleurs résultats possibles. Monsieur le ministre, il y a beaucoup à dire quand on veut parler du monde rural. Toutes les questions n'ont pas été abordées faute de temps. Mais avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, je voudrais que vous preniez un engagement, celui de venir ou de revenir, si vous permettez,
pour faire ce même exercice à la fin de la transition, c'est-à-dire logiquement en 2024? Oui, et pour cela, il n'y a pas de problème. Nous devons communiquer et nous nous sommes engagés pour cela. Je reviendrai avec plaisir en juin 2024 pour le bilan, avant de partir. Rendez-vous est donc pris à la fin de la transition en juin 2024 pour faire le bilan de vos actions en faveur du monde rural, en faveur du développement du monde rural. La souveraineté d'un État, c'est d'arriver à nourrir sa population avec sa propre production. On ose espérer que ça sera une réalité très bientôt au Burkina Faso. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré votre agenda, on le sait, assez chargé. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Merci pour votre fidélité renouvelée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.